Laurent Roland Tonekes, bonjour. Maurice Agua, bonjour. Amis téléspectateurs internet, bonjour. Vous allez faire attention à ma voix ce matin. Ah ouais. Adé Chimakou, bonjour. Bonjour Maurice Agua, bonjour à toutes et à tous. Lorsque la voix de Laurent est enrouée, ça veut dire que, bon, on n'aura plus droit aux analyses. Non, je suis là. Avec une voix... Ouais, bon, ça arrive par moment. Nous traversons une période de poussière, donc parfois, oui, c'est... Ouais. Moi aussi, j'ai été... Le trajet, je continue même de vivre, de souffrir de cette grippe-là. Bien. Et hier, vous étiez effectivement, vous avez assisté à la finale de cette compétition, Team 2023, 6e édition. Et vous avez vu le match. Qu'est-ce que vous avez vu hier? Non, j'ai vu que les deux équipes avaient, en tout cas les deux médias avaient de bonnes équipes. J'ai pu voir que du côté de DNTV, parce que je fais partie de DNTV. Tout à fait, vous êtes notre coach, hein, il faut le dire, ce n'est pas un secret de polichinelle. Nous avons des individualités qu'il faut promouvoir et je crois que Jacques a été d'un grand secours avec des buts exceptionnels hier. J'ai pu voir qu'à la fin du match, il était en train de discuter avec un entraîneur qui certainement voulait le démarcher pour qu'il aille jouer pour un club. Ah bon? J'ai pu constater ça. Je crois que la discussion était en cours hier quand je suis parti parce que je devais répondre à d'autres obligations. D'accord. Mais j'ai pu voir que oui, nous avons des individualités au niveau de l'équipe de DNTV. L'équipe vient de naître. Avec des dents, apparemment. Oui, parce que l'équipe a fait son premier match, en tout cas en novembre dernier, face aux journalistes résidents de la commune d'Abouin-Clave. On a pu voir le score à ce niveau. Et donc, quand ce championnat et cette compétition a été lancée, je crois que j'ai vu cette volonté du directeur général Tonkan Balo qui a souhaité que l'équipe participe. Et j'ai pu voir aussi les résultats. Même si l'équipe qui a battu le Eden TV au match du 28 6-4 et qui est finalement, d'abord même le 4e but marqué, validé pour cette finale. Pour les Nagra FC sort de l'entendement. Parce que stable selon vous. Oui, non seulement ça, ça dit qu'il y avait une faute. On a vu l'entraîneur, l'arbitre sortir un carton donné à celui qui a poussé le gardien d'Eden TV, mais en même temps il valide le but. Donc il y avait un problème que je n'ai pas compris. Mais toujours est-il que l'équipe d'Eden TV a pu montrer des valeurs, a montré que oui, on peut naître, on peut avoir moins d'un mois d'existence et faire mal, et faire douter. L'équipe a fait douter véritablement. Je suis sûr que si ce n'était pas ce petit terrain, si c'était un grand terrain si c'était un grand terrain, je suis sûr que l'équipe Nagra FC ne pourra pas battre Eden TV. Ça, je l'avoue. Même si on voit qu'au niveau de l'équipe de Nagra FC, il y a des joueurs qui semblent être des joueurs professionnels, je ne vais pas affirmer. Mais on voit que oui, l'équipe était vraiment en genre. Je vais remercier tous ceux-là qui ont joué, J'ai pu voir Magou Dianou, j'ai pu voir Modeste Ondekponji qui a été assez efficace jusqu'à la fin. J'ai pu voir certains, en tout cas, je dis tous les joueurs qui étaient sur le champ ont fait le nécessaire. C'est vrai qu'il y a quelques erreurs à corriger du côté de TV. Il faut vraiment centraliser les choses. Aussi longtemps. Moi, je pense que le problème de TV dans tous les matchs de cette compétition, c'est qu'il a manqué quelque chose, c'est-à-dire la centralisation des reproches. La coordination. Oui, non. Mais bon, il a manqué votre présence aussi, oui, vous l'avouez. Vous auriez pu jouer ce rôle si vous n'étiez pas appelé à d'autres occupations. C'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Pour dire que oui, parce que quand ça va dans tous les sens, parfois, les joueurs sur le terrain aussi sont perturbés. Et si les gars de Nagra FC doivent être honnêtes, ils doivent vous dire que... Ils ont été honnêtes. Oui, et ils le seront encore sur ce plateau tout à l'heure. Attention... On me signale qui sont déjà dans les coulisses, c'est avec plaisir. Voilà, donc ils doivent comprendre que oui, cette équipe est venue... Franchement, là, a mis les feux aux fesses. Véritablement, oui, parce qu'on a pu voir comment ils ont marqué un but, après 2, et puis égalisation. Après, finalement, 3-3. Nagra FC, comme on le dit, c'est un autre level. Oui. C'est l'équipe. Donc, voilà. Donc, je crois qu'il faut féliciter tout cela et féliciter le DG qui était là hier, que j'ai pu voir, féliciter toutes ces personnes qui sont venus soutenir les deux équipes. J'ai vu que des deux côtés, il y avait une mobilisation. Je vais dire un merci spécial à
Et Ali Yao, qui était ancien directeur, ex-directeur de sport d'élite, qui était là hier, dit merci à Sidikou Karimou, qui était là également. Qui est de la Confédération, de la Ligue. Non, Confédération africaine, Fédération béninoise de handball. Handball. Et Ali Yao, qui était directeur des sports d'élite, ex-directeur des sports d'élite, et qui était là également. Et dit merci à René Sabo aussi, qui est l'initiateur de cette compétition. D'accord. Merci à vous pour cette petite parenthèse avant qu'on ne démarre l'analyse de façon proprement dite. Gasquiani de ce matin qui nous parle de sobriété dans les plats, la déception continue, c'est ce qu'affiche ce matin. Mais avant d'aborder cet aspect, affaire Madougou à Ivor, l'Église catholique, l'ultime médiation, c'est une grosse interrogation. Est-ce que vous y croyez, Laurent Roland-Zanikès? C'est le rôle des confessions religieuses. C'est pourquoi je disais qu'il y a quelques semaines que tous ceux-là qui sont censés être des leaders religieux mais qui font en politique, c'est une erreur parce que nous n'avons plus de repères dans une certaine mesure. Quand on sur le terrain politique, on essaie tout et que ça ne marche pas, on se tourne vers les leaders religieux. L'Église catholique, l'histoire de l'Église catholique a montré que c'est une confession religieuse qui est intervenue dans les grandes crises dans les pays et qui est arrivée peut-être à réussir à régler les problèmes qui existent entre les acteurs politiques. Et on a pu voir que si nous avons eu la conférence nationale, c'est parce que quelqu'un comme Monseigneur de Sousa a conduit les travaux, a pris le lead dans une certaine mesure et a réussi à aller voir le général Mathieu pour le convaincre de ce qu'il faut accepter que les conclusions soient validées et qu'on passe d'une étape à une autre étape. Donc si tout le monde parle, si les acteurs politiques plaident pour la libération de Ricky Madougou et de Jola Ivoire et consorts, si les journalistes font un travail pour dire oui, il est normal qu'il faut faire pour retourner à la table de négociation, si tous les acteurs, à quelque niveau que ce soit, interviennent et que le chef d'État refuse d'intervenir et refuse de gracier ou d'amnistier ou de pardonner dans une certaine mesure, je crois que le dernier recours reste les leaders religieux. Parce que c'est eux qui, en réalité, nous montrent le bien fondé du pardon et du non-pardon dans une certaine mesure et qui rappellent à chaque chrétien l'engagement de l'expression de sa foi. Parce que, sauf erreur de ma part, Patrice Talon est un chrétien catholique. Il l'a affirmé, d'ailleurs, à un moment donné, au temps fort de l'affaire de la jeune fille de Banamé, parfaite ou je ne sais quoi, Trangoukini. Je crois qu'il a été affirmé clairement que Patrice Talon reste et demeure de l'Église catholique romaine. Donc, si les leaders de cette Église vont le voir pour discuter, peut-être qu'il va falloir réfléchir. Parce que moi, j'estime une chose, vous avez les leaders, moi, quelle qu'en soit la situation aussi, même quel qu'en soit le niveau que ça atteint, quand vous allez voir mon père spirituel que vous lui parlez, qui m'appelle, je dois pouvoir me rabaisser. Vous coupez les chiffres. Donc, je crois qu'avec l'Église catholique, peut-être que, oui, ceux-là-ci réussiront à convaincre Patrice Talon de ce qu'il faut qu'il revoie sa posture. Parce que, quand il va à l'Église, il récite le Notre Père. Il est bien dit dedans, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, à moins qu'ils ne fassent pas cette prière. Allez, je vous croyez, l'Église catholique, pourrons-nous remettre finalement la destinée de ceux-là dont on défend la situation à l'Église catholique? Est-ce que vous croyez qu'ils seront écoutés par le président Patrice Talon? Pour Ilagua et Patrice Talon les a bien écoutés. Je pense que le chef de l'État béninois a pris bonne note de leur doléance. Une doléance qui, pour ce que je sais, plus d'un porte à sa connaissance cette doléance, c'est-à-dire la libération pure et simple de Rekiat Madougou, Joël Aïvo et consorts. Mais ce qu'il faut dire, est-ce que Patrice Talon va mettre en application ce que souhaitent les leaders religieux? Parce que je l'ai suivi il y a quelques jours dans un entretien sur l'ORTB où Patrice Talon a été clair, c'est-à-dire à l'écouter, c'est peut-être après 2026 quand il y aura une alternance radicale ou une alternance de continuité que peut-être le président qui pouvait venir au pouvoir pouvait les pardonner ou du moins pouvait
mettre en liberté Rekiat Madougou, Joël Aïvor et autres. Ce qu'il faut dire, et je l'ai toujours souligné, c'est que nous allons continuer à prier. On va prier, c'est déjà bien que les leaders religieux, en l'occurrence ceux de l'Église catholique, se lèvent comme un seul homme pour aller plaider une fois encore en faveur de ces détenus, de ces prisonniers. Mais ce qu'il faut noter, c'est que Patrice Talon ait tenu ce genre de propos, Patrice Talon peut changer aussi à tout moment parce que nous sommes sur terre et rien n'est impossible. Vous y croyez? J'y crois fermement, j'y crois parce que c'est vrai, ce que Patrice Talon défend, c'est une valeur. Ce que Patrice Talon dit est bien fondé, mais rien n'est impossible sur terre. Parce que, après tout, il y a le pardon qui est en dessous de tout. Et Patrice Talon aujourd'hui a compris qu'il faut pardonner. Et lui-même, il a dit, c'est vrai, il souligne... Il a dit que le pardon est une erreur. Non, non, c'est pas ça. C'est pas de ça que je suis en train de parler. Ça, c'était à l'occasion de... quel pardon vous parlez? Je parle de son entretien sur l'ORTB avec nos confrères de l'ORTB. Si vous suivez... ne voulez plus que j'aille en arrière avec l'autre pardon dont il a parlé. Il faut qu'on évolue. Il a revu sa position. Pas qu'il a revu sa position. C'est-à-dire, quand vous l'écoutez, même si vous l'écoutez la fois dernière, la manière qu'il disait que le pardon était une erreur, ce n'est pas ça. Ce n'est pas exactement ça ce qui a été dit. Patrice Talon aujourd'hui dit que oui, lui, les gens peuvent dire que Boni Yaye l'a pardonné, mais en réalité, ce n'était pas un pardon parce que les faits n'étaient pas établis. Mais pour le cas d'espèce, il estime que les faits sont établis parce qu'il y a une décision de justice. Oui. Et au nom de cette décision de justice, lui dit qu'il ne peut plus pardonner. Mais je dis que rien n'est impossible sur terre. Et c'est l'occasion pour moi de demander à Patrice Talon est-ce que Patrice Talon va vous écouter plus que les trucs là, les évêques? Patrice Talon écoute tout le monde. Est-ce qu'il va vous écouter pour cela je dis que nous allons plus que ceux qui sont allés faire la médiation? Ceux qui sont allés faire la médiation sont des êtres humains comme nous tous. Est-ce que vous pensez que la médiation sera réussie? La médiation, pour moi, est déjà réussie en partie parce qu'il y a une volonté manifeste des leaders religieux d'aller à la rencontre du premier magistrat de notre pays. Et d'aller à la rencontre d'un de leurs fidèles. Écoutez, d'un de leurs fidèles. C'est vrai, Patrice Talon peut être un multi-pratiquant comme moi, mais on sait que Patrice Talon va à l'église catholique. Donc c'est déjà un grand pas. Que ce soit les leaders religieux, les ténors de l'église catholique qui sont allés lui parler. Et je pense que Patrice Talon les a écoutés et il mettra en partie en application leurs souhaits. En partie? Oui, bon, en partie. D'accord. Laurent, les têtes couronnées n'ont pas fait des démarches en ce qui concerne cette situation. Nous avons plusieurs rois et tout, mais on aurait espéré les voir peut-être faire la démarche que l'Église catholique est en train de faire. Est-ce a dit que ce n'est pas nécessaire pour eux de faire cette démarche? Ou ils ne veulent pas se mêler de cette situation? Certainement que des têtes couronnées sont intervenues en coulisses discrètement pour rappeler au chef la nécessité de passer un chiffon sur ce qui s'est passé. Mais toujours est-il que faites le triste constat avec moi que beaucoup de leaders religieux, notamment les têtes couronnées en ce qui les concerne, sont devenus des acteurs politiques soutiennent de tel ou tel courant politique. Alors, quand des leaders religieux sont devenus de Moël Bénin, quand vous voyez des leaders religieux devenus députés à l'Assemblée nationale, quand vous voyez des leaders religieux, notamment de la tradition, aller soutenir telle formation politique publiquement, alors dans ces conditions, qu'est-ce que vous attendez de certains parmi eux? Il n'y a rien à attendre de certains parmi eux. Il y a quelques-uns parmi eux qui ont encore cette neutralité. Et malheureusement, ces quelques personnes qui ont encore cette neutralité, sont-elles écoutées ces personnes en réalité? Donc, c'est le véritable problème que nous avons au Bénin. C'est pourquoi je dis, j'insiste là-dessus, tous ceux-là qui sont rois autoproclamés à cause de leurs intérêts politiques, qui n'ont aucune origine, en tout cas dont la royauté n'a aucune origine dans l'histoire du Bénin, il faut les balayer pour qu'on puisse faire le ménage, comprendre qui est qui, et maintenant redéfinir
le champ d'action de tous les rois pour leur dire, vous êtes tête couronnée, vous êtes le dernier recours. Et donc, vous ne devez pas être politique. Moi, je suis scandalisé. Je sais que des gens ont fait campagne publiquement pour Adjavon en 2016, des gens pour faire campagne publiquement pour Zessou en 2016. Des gens se sont alignés derrière Patrice Talon, malheureusement, en 2016. Et en 2021, on a vu le même schéma dans certaines mesures. Alors, quand vous soutenez Patrice Talon et publiquement vous l'avez fait savoir, vous voulez aller lui dire quoi? Vous n'êtes pas un dernier recours, c'est parce que vous êtes déjà acquis. En réalité, les politiques ont cette manière de vous contraindre au silence parce que dès lors que vous commencez par leur tendre la main, vous mangez dans leur main. C'est pas possible. L'Église catholique résiste aujourd'hui parce que à ce niveau, il y a une certaine structuration qui fait que facilement, ils ne sont pas corruptibles. Facilement, ils ne sont pas domptables dans une certaine mesure. Parce que c'est une structure qui ne tient pas sa source d'ici, du Vatican. Donc, qui peut facilement dire dans les pays africains qu'ils maîtrisent l'Église catholique? Ce n'est pas possible. Bien au contraire, si vous ne savez pas faire, c'est l'Église catholique qui, en réalité, qui vous amène à fléchir dans une certaine mesure. Donc, moi, je pense que les têtes couronnées, à leur niveau, doivent pouvoir revoir leur copie. C'est très important. Ils ont mis à l'époque en place ce qu'ils ont appelé le cas de concertation. Mais ce cas de concertation aujourd'hui est, comme vous appelez, bicéphale, malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui veulent continuer à appartenir, à soutenir le pouvoir en place pour un temps soit peu manger, parce qu'il y a parmi eux beaucoup de retraités dans une certaine mesure. Mais il y a ceux-là qui sont accrochés à la tradition, peu ou peu qui font l'effort de résister. Donc, il faut réorganiser sur cette corporation-là pour espérer que ces leaders traditionnels continuent d'être des repères, les derniers recours dans une certaine mesure. Adjé Djomakou, quelle est votre position sur ma question? Vous voulez que je vous la repose, vous savez? Reposons à la question. Alors, la question, c'est donc de savoir pourquoi ce silence des têtes couronnées dans cette affaire. Et c'est le développement. Laurent Roland-Toniquet vient de faire son développement avec son analyse. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il pense qu'il ne doit pas s'impliquer dans cette affaire, que ça ne les concerne pas, ou bien que chacun règle ses problèmes là-bas, ou bien il ne veut pas se mêler? Monsieur Moril, chacun ne peut pas rester dans son camp. Les gens doivent aller à l'encontre du chef de l'État dans la mesure du possible. Vous savez, aujourd'hui, nous avons toujours des têtes couronnées qui impriment des marques. Quand je prends par exemple le roi de Niki, il y a le roi de Niki, en tout cas, il fait partie des quelques-uns. Il fait partie de quelques-uns qui ont encore cette valeur. Cette neutralité. Cette neutralité. Et là, je pense quand même que, même si, en tant que tête couronnée, vous êtes déjà mêlé d'une manière ou d'une autre dans la politique, vous pouvez quand même parler avec des têtes couronnées que vous-même, vous savez que ceux-là sont toujours dans la neutralité, d'aller à la rencontre du Père, d'aller parler au chef suprême des armées, au premier magistrat de notre pays, pour qu'il y ait dégel de cette situation. Parce que vous savez, ça peut arriver à tout le monde. C'est vrai que tout le monde ne peut pas poser les mêmes actes, mais il peut avoir ce que nous appelons, bon, après tout, c'est une question de destin, parce que quand ça va vous venir arriver, c'est vite fait. Une chose est claire, il faut que des têtes couronnées qui estiment, qui pensent, qui sont encore neutres, qui ne se sont pas encore mêlés dans une affaire politique, se rapprochent du chef de l'État pour plaider au nom de la nation béninoise, pour emboîter le pas à ces leaders religieux de l'Église catholique, afin que le chef de l'État puisse prendre une décision courageuse et salutaire en faveur de Joël Aïvo, Rikiat Madougou si la décision et ne l'arrange pas. Si la décision n'arrange pas le chef de l'État, c'est lui qui prend sa décision. Jusqu'à présent, Patrice Talon estime qu'il ne peut ni gracier ni amener ses députés à voter la loi de l'amnistie en faveur des détenus politiques et exilés politiques. Mais je continue de le dire, rien n'est impossible sur terre. Si Jésus-Christ a pu transformer
de l'eau en vin, c'est que le père de la nation peut tout faire. Il peut prendre, c'est-à-dire que Patrice Talon... Le père de la nation peut prendre une transformer décision. le vin en eau alors. Non, écoutez, quand je dis tout faire, je ne parle pas du côté hautement spirituel. C'est-à-dire, c'est une décision. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est quoi? Il faut que je vous le dise. Beaucoup savent, mais on ne veut pas en parler. On estime que quand Patrice Talon va peut-être... Il y a aussi la méfiance, n'oubliez pas ça. Écoutez, parce qu'actuellement, il y a la réforme, il y a l'inventaire des royaumes, parce qu'on est en train de faire un travail pour reconnaître les royaumes authentiques dans une certaine mesure. Il y a des gens qui sont dans une position assez mitigée, qui ne veulent pas oser parce que peut-être qu'espérant qu'en se taisant, ils peuvent avoir la chance d'être sur la liste des rois retenus en griffe. Mais il y a aussi la question des nominations aujourd'hui, ces derniers temps. N'oubliez pas qu'il y a une nomination pour le comité Vaudou, il y a une nomination pour les prêtres du phare, donc chacun ne veut pas, en tout cas, il ne veut pas prendre, certains parmi eux ne veulent pas prendre le risque. Personne ne veut frustrer le président. Merci beaucoup. Personne ne veut frustrer le président parce qu'on veut espérer qu'un jour, dans les comités qu'on va mettre en place, qu'on en figure, pour qu'on puisse, que son nom figure, pour qu'on puisse émerger pour avoir quelque chose. Donc, il y a aussi cette situation, malheureusement, qui fait que vous allez les attendre jusqu'à, en tout cas, 2030. Il y en a parmi eux qui ne vont même pas lever le petit doigt pour parler. Laurent Tonelekes. Comme le dirait l'autre, on dit tâcher. Non, c'est cette mauvaise habitude que certains Béninois ont. Cette mauvaise habitude. Vous savez, oui, écoutez, on dit vanité des vanités, toute vanité. Prenez-moi mon exemple. Est comme ça. Prenez-moi mon exemple. Votre exemple, c'est quoi? Moi, je gagne quoi chez Patrice Talon? Écoutez. Je ne gagne rien. Mais si vous donnez... Pourtant, si je pense que ce qu'il fait est bon, je dis que c'est bon. Si c'est mauvais, je dis que c'est mauvais. Non, bientôt, ils vont vous appeler, vous allez émarger. Moi, là, on va m'appeler où? À la présidence? Je ne sais pas. C'est Patrice Talon qui donne de l'argent. Vous plaignez de ce que vous ne gagnez rien. Moi, je ne gagne rien. Non, il ne se plaint pas. Il dit, non, il ne se plaint pas. Il dit, bon, il est en train de nous mentionner qu'il ne gagne rien, quoi. Vous voyez. Ils ont la vérité. Mais si on vous donne, vous allez prendre. Si on me donne, je vais prendre. Et vous dites quoi? Mais je ne commande pas, je ne demande pas. D'accord. Je ne suis pas... Ma prière pour vous, c'est que vous soyez appelés pour moi, mon souhait, c'est de faire mon entrée dans une institution internationale. Inch'Allah. Parce que ça va vous recommander. Inch'Allah. Inch'Allah. Écoutez, on va finir par un sujet quand même dont on ne parle pas souvent. À la une du quotidien Le Télégramme, vol d'argent de mort. Celui qui est mort, on a volé son argent. Oui. Et c'est dans une banque, et ça a été fait par un banquier. Oui. C'est un phénomène dont on ne parle pas souvent. Oui, justement, il y a quelques jours, j'ai discuté avec un aîné, et notamment, je cite son nom, MS Maguidi, qui était à LC2, qui a maintenant un cabinet. J'ai discuté avec lui pour dire, ceux qui ont de l'argent sur Mobile Money, par exemple, et qui décèdent là, comment est-ce que ça se passe avec l'argent? Est-ce que vous avez de l'argent sur Mobile Money, 1 million, 2 millions sur Mobile Money. Vous tombez, vous décédez là. Votre femme ne connaît pas le code. Vos enfants ne connaissent pas le code. L'argent devient quoi? Vous avez un compte bancaire. Vous avez un gestionnaire de compte. Votre famille ne sait pas combien vous avez réellement sur le compte. Vous décédez. Mais le gestionnaire sait que vous êtes décédé. Comment est-ce que ça va se passer avec l'argent? En fait, c'est ce qui est arrivé. Il faut qu'on essaie de tomber sur une personne ressource d'une banque, qu'on invite ici, qu'elle vienne nous dire comment ça se fait. Non, c'est ce qui s'est passé. Attendez, c'est ce qui s'est passé. Celui dont on parle maintenant, il a l'habitude de soutirer de l'argent sur le compte des clients. Mais il y a quelqu'un qui est décédé, il a réussi à émettre des ordres de virement. Et même des ordres de virement d'un montant de 5 millions, au moins une fois ou deux fois. Il a pris l'argent. C'est pour vous dire quoi? Et hier soir, en rentrant, j'ai pensé encore au sujet. Je suis resté tranquille pour dire, mais comment est-ce qu'il faut faire en sorte que, dès que vous n'êtes pas là, un de vos enfants ou des enfants, les plus sages parmi vos enfants que vous identifiez, puissent facilement décoder tout ce que vous avez codé pour connaître ce que vous avez. Parce que c'est ça le véritable problème. Vous avez un gestionnaire de compte qui sait que vous avez 25 millions sur votre compte. Mais ça se passe entre le gestionnaire et vous, et la banque. Votre épouse ne sait pas si vous avez 25 millions parce que tout le temps, quand elle fait les demandes, vous lui dites que vous n'avez pas l'argent. Vous dites à vos enfants qu'il n'y a pas l'argent, de patienter. Mais vous avez 25 millions quelque part. Et ces 25 millions d'hommes là,
Dès lors que vous décédez, parce que ce n'est pas nécessairement par chèque, chèque ou bien par carte bancaire qu'on peut prendre de l'argent. On peut faire un ordre de virement de compte à compte. Et celui dont on parle a réussi à faire un ordre de virement. Au nom du client? Non, au nom du client, mais à l'endroit de sa fille. Ah. Donc, ça veut dire que quoi? Le titulaire du compte est en train d'émettre un virement, en tout cas, à l'endroit de la fille du gestionnaire du compte. Donc, il y a ces faits-là. Et j'ai réfléchi un peu, je me dis, oui, cela suppose qu'à un moment donné, on doit faire l'effort de commencer par peut-être être plus ou moins ouvert, dit tout à nos parents. Même si vous ne voulez pas le dire à votre épouse, il faut choisir un enfant que vous identifiez parmi les enfants, que vous préparez, à qui vous dites un certain nombre de choses, pour que demain, les gens... Il y a des gens qui sont morts, qui ont 50 millions, 100 millions sur leur compte. Mais aucun de leurs parents ils ne savent même pas s'ils ont de compte dans cette banque. Qu'est-ce que ces fonds deviennent? Donc, c'est un peu comme Mobile Money. Si vous avez 1 million sur votre compte maintenant, que Dieu vous en épargne, longue vie à vous. Mais si vous tombez là maintenant, votre épouse sait-elle que vous avez 1 million sur votre compte? Non. Et peut-être elle ne connaît pas le code. Voilà. Donc, dès lors que... Alors que quand c'est comme ça, c'est risqué. C'est que vous perdez, soit vous perdez de l'argent là, ou bien quelqu'un réussit à prendre l'argent un jour. Parce que de l'autre côté, s'il y a des techniciens du réseau GSM qui peuvent arriver à modifier, à descendre votre code, ils peuvent réussir à modifier votre code et prendre l'argent. Il faut qu'on voit un peu dans quel sujet on peut faire, comment creuser un peu pour mieux comprendre. Est-ce que des dispositions sont prises? Que deviennent cet argent que les gens meurent, ils laissent sur les comptes et tout? Oui, on peut faire un travail dessus. Ils ont une cellule juridique dans ces banques et tout ça. On va essayer de comprendre un peu. Oui, justement, c'est-à-dire que dès lors que vous ne déclarez pas que la personne est décédée, que la banque officiellement n'est pas informée que la personne est décédée, mais que c'est seulement le gestionnaire qui sait que la personne est décédée. Et qu'il a de mauvaise foi, il peut prendre l'argent facilement. Voilà la situation. Non, vous savez, c'est un problème qui existe depuis plusieurs années. Parce que vers la fin du mandat de Kérékou 1, non, Kérékou 2, je veux dire Kérékou 2, Yaïboni 1, on a été formé à l'ambassade de France. On a fait 3 mois, on était 7 au Bénin, avec les Afissou Anouré et Léonce Kamaï. Et il me suivi dans Savoie. Il y a Blaise Trenou. Et c'est notre instituteur, c'est un Français qui venait nous former. On a fait 3 mois en journalisme. 3 ans, je veux dire, 3 ans. On a fait 3 ans là. On a reçu un diplôme. Hein. Vous savez, on nous a donné l'exercice sur les avoirs dormants. Et c'est ça, nous avons fait une enquête. De façon individuelle, chacun a fait son enquête. Que deviennent les avoirs dormants? C'est ça. Et c'est là que j'ai compris que c'est une très grande mafia au niveau des banques. Au niveau des banques, c'est de la mafia. Ces avoirs... On reviendra pour parler des assurances. Oui. Ah, ouais. L'autre paire de manches. Ces avoirs, les gens, dans la pure discrétion, nous ont expliqué comment ces avoirs sont détournés par des banquiers. Wow. Ah ouais. Et je vous dis, je ne vous cache rien. Ce que moi j'ai réalisé comme enquête, c'est ça 2 ans plus tard. Et il y a 2 mois plus tard, parce que l'instructeur a corrigé mon papier. Entre nous, et tout s'est bien passé, il y a l'UPMB qui avait lancé un concours. J'ai postulé. J'ai postulé. Blaise Trenou a postulé. Blaise Trenou était le premier, son œuvre a gagné le premier prix. Et le mien a gagné le 2e prix. Comme notre trophée. Vous voyez ça? Comme notre trophée. Donc c'est pour vous dire quoi? Il y a une mafia. Il y a une vraie mafia au niveau des institutions financières. Ça ne m'étonne pas que la police puisse mettre maintenant la main sur un banquier et qu'on a présenté à la criette et il écope de 7 ans de prison. Il y a d'autres aussi, il y a d'autres qui sont dans le réseau encore, qui n'ont pas encore été démantelés. Il y a d'autres qui sont dans le réseau, dans les banques encore. On ne les a pas encore démantelés. Les banquiers arrêtent. C'est vrai que le vol ne peut jamais cesser. Les mafieux vont toujours continuer à opérer, mais je pense quand même que
pour les bonnes valeurs que nous prenons au Bénin. Il faut que ça s'arrête. Adien Tchomakou, merci. Laurent, on l'entendait, qu'est-ce? Merci. Je crois que, comme je l'ai dit, chaque parent doit pouvoir réfléchir maintenant pour savoir comment est-ce que partager. Comment ça partager. vous préoccupe? Mais ça me préoccupe parce que toute la soirée d'hier, j'y ai pensé, je dis oui. Si je tombais là maintenant, est-ce que mes enfants savent? Non, c'est... Non, écoutez, 200 ans, nous ne sommes pas... mais je ne vais pas jusque-là. Non, ce n'est pas 200 ans malade. Hein. Oh, non. C'est 200 ans et vous pourrez jouer au foot encore. Hein. Non, je pense qu'il faut que chacun de nous fasse le bilan et essaie d'identifier parmi ses enfants un enfant à qui... Il y a parmi mes enfants, il y a un qui connaît mes codes. Hein. Ah oui? Oui, qui connaît mes codes. Il peut prendre le portable, manipuler. Mais je lui interdis de toucher ça. Mais je sais qui connaît le code. Okay. Et donc, pour vous dire que, au-delà de tout, essayez d'identifier un enfant qui peut facilement le faire. Et parfois même, partagez votre code, mot de passe de Momo là avec un enfant, quelle qu'en soit la situation. Parce que vous pouvez ne pas mourir, mais vous tombez, vous êtes malade, mais vous avez l'argent sur Momo. On peut vous sauver avec l'argent qui est là. On peut vous sauver avec l'argent qui est là. Donc, il faut que vous y pensez. Hein. Il faut que vous y pensez. Il faut identifier un enfant, donnez-lui le mot de passe. Surtout Marcel Yedo, il faut y penser. Hein. Il faut y penser. Lui, il a 2 codes sur son Momo. Il a 2 codes sur son Momo. Marcel, il faut y penser. Merci, bon, merci, c'est fini. Oui. On va installer l'équipe de Nagra FC et on va installer le capitaine et le meilleur joueur du groupe de presse et d'NTV Diaspora FM sur ce plateau. C'est maintenant. Vous allez revenir pour la petite décalée. Faut-il, doit-on s'endetter pour fêter le nouvel an? Les internautes ont réagi. Beaucoup, ils sont nombreux à réagir déjà. Maury, il faut faire quoi? Moi, je cherche même 200 000 à fêter. Il faut s'endetter. Il faut s'endetter, oui. Tu sais, il y a Gaskiani qui a déjà annoncé les couleurs. Insobriété dans les plats. Que les Béninois n'ont pas bien fêté Noël, mais que les plats souffrent. Donc, faut-il s'endetter maintenant? C'est oui chez vous? Je pense que c'est oui et non. On se retrouve tout à l'heure. Ça va chauffer sur ce plateau.